Bienvenue sur Télé Hermon, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi RTH pour vous informer. Alors, tout sur la Covid-19, c'est bien le thème qui sera développé au cours de ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, depuis l'année dernière, on va dire, le monde entier est fragilisé par le coronavirus qui a effectivement entraîné plusieurs milliers de morts. Les nations vivent sur le diktat de cette pandémie. Aujourd'hui, nous faisons donc un tour d'horizon sur le coronavirus qui a entraîné non seulement la crise sanitaire, mais également la crise socio-économique. Alors, une problématique s'impose. Comment le monde entier, en général, et notre pays, le Gabon, se sont-ils engagés pour vaincre cet ennemi commun invisible? Nous serons éclairés tout au long de ce plateau spécial par notre invité spécial, effectivement, monsieur, on va dire, le docteur Eko Eni Lambert, qui est d'ailleurs expert en éducation comportementale. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous arrivez pour la première fois sur les locaux de RTH. Quelle est votre impression? Bonne impression. Merci pour cette invitation et cette occasion qui m'est donnée pour édifier et partager au sujet de cette pandémie, qui est celle de la Covid-19. D'accord. Alors, tout de suite, nous parlons, effectivement, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui prennent l'antenne en cours, nous parlons de la Covid-19. Et donc, nous allons poser cette question au docteur. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur les origines même de la Covid-19? Bon, merci bien pour cette question. On pourrait simplement dire que le coronavirus 19, appelé 19 parce qu'il a été découvert en 1919 dans une petite ville de Chine, à Wuhan. Et donc, ce virus qui va donc partir de là-bas a très rapidement fait son expansion à travers tous les pays. À l'origine, c'était une épidémie localement circonscrite et les mois qui ont suivi, très rapidement, le virus s'est étendu à travers tous les pays. C'est donc devenu une pandémie. Donc nous sommes aujourd'hui en pleine pandémie Covid-19. D'accord. Nous rentrons directement dans le vif du sujet, comme nous avons commencé. Et les téléspectateurs vous regardent un peu de partout. Parlez-nous du mode de contamination. Merci pour cette question, en effet. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le coronavirus, comme la plupart des virus, et d'ailleurs comme la plupart des microbes, ils peuvent atteindre l'homme. Pour ce qui est du coronavirus, il nous est dit que ce virus est parti de l'animal pour arriver chez l'homme. Et donc, la cohabitation ou le contact avec les animaux ont donné à ce que ce virus arrive chez l'être humain. D'accord. Et le coronavirus, la Covid-19, arrive chez l'homme essentiellement en passant par les voies narinaires, c'est-à-dire les narines, et en passant aussi par la bouche. C'est important à retenir. Il ne passe pas par les yeux, ou si du moins il arrive au niveau des yeux, vous aurez une conjonctivite, simplement ça. Mais il passe essentiellement par les voies nasales ou par la bouche. Il ne passe pas par les oreilles, il ne passe pas non plus par la peau, même si cette peau est ouverte. Donc, il passe par les narines ou par la bouche. Et quand il arrive au niveau des narines, il va suivre sa progression et arriver au fond de la gorge, où il va séjourner un petit temps et peut-être se multiplier là. Il va infecter le fond de la gorge, d'où notamment le symptôme qui est celui de la douleur dans la gorge, une certaine irritation au niveau de la gorge. Il évolue davantage en partant de la gorge. Il peut arriver par la voie digestive
aller dans l'estomac, mais ce qui est important à comprendre, c'est que sa voie préférée, c'est de passer par les voies respiratoires. Donc, à partir de la gorge, le virus va évoluer et arriver dans les voies respiratoires. D'où, justement, la délicatesse et la complexité, je dirais même la gravité, n'est-ce pas, de ces virus, parce qu'il devient grave, parce que les voies respiratoires ayant été colonisées, le patient ou les patients commenceront par avoir un peu l'étouffement de la toux. À l'origine, bien entendu, comme c'est le cas pour la plupart des microbes, on a de la fièvre. Là, au-delà même des moyennes de contamination, des voies de contamination, les symptômes, ce sont ceux-là. Vous avez de la fièvre, vous avez du rhume, de la toux. Et ces symptômes ressembleraient ou ressemblent à la grippe ou au paludisme. Donc, il est important de comprendre que quand on a ces symptômes, ne pensons pas nécessairement que c'est une grippe ou que c'est un paludisme, voyez-vous. Donc, ça peut tout aussi être ces virus-là. D'accord. Et comment est-ce qu'un individu peut-il savoir qu'il est asymptomatique du moment où il ne se sent pas mal, il n'a pas de fièvre, voilà. Oui, effectivement, on n'a pas besoin de savoir qu'on est asymptomatique. On le sait parce qu'on n'a pas de signes. C'est-à-dire que les patients, il y a des personnes qui sont sans symptômes, sans signes. Ils sont tranquilles, ils n'ont pas de malaise particulier et le virus est déjà dans leur corps. Ces personnes sont dites asymptomatiques. Mais ne sont dites asymptomatiques que parce que le test a été fait, voyez-vous. Si le test est fait et que le test est déclaré positif, on dira de ces personnes qu'elles sont porteuses du virus, mais elles sont sans symptômes. Il y a des porteurs asymptomatiques. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux, ceux qui n'ont pas de symptômes. D'où l'important de se faire tester et de prendre des dispositions pour se sécuriser et se prendre en charge et aussi d'être plus vigilant en ce qui concerne la protection des autres personnes autour de nous. D'accord. Alors, un individu peut contaminer combien de personnes en moyenne? C'est une question, effectivement, qui a fait l'objet de réflexion. Il faut y voir le phénomène de la multiplication, dans le sens que si je suis porteur du virus, ce n'est pas un bon exemple. Je vais vous le donner, vous contaminer, je vais contaminer la voisine. 3, 4, 5 personnes peuvent être contaminées en peu de temps. Ce n'est pas les contacts. Et ces personnes, à leur tour, vont contaminer d'autres. Voyez-vous, donc, très rapidement, en un laps de temps, plusieurs personnes peuvent être contaminées par ces virus. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été remarqué, notamment, je crois, dans une des villes de France, où lorsque l'épidémie a commencé en France, c'est parti d'une séance je crois, d'une prédication où il y avait plusieurs centaines de personnes. C'était donc, si vous voulez, une contamination massive. Plusieurs personnes, en un laps de temps, ont été contaminées et de là est parti le virus pour se répandre dans la communauté. Donc, le virus est très contagieux, tout comme celui de la grippe, ordinairement, qui est très contagieux. Dans une maison, si quelqu'un est porteur du virus de la grippe, en un laps de temps, les parents vont être, les enfants et les membres de la famille vont être rapidement tous contaminés. Alors, si le virus se positionne nasalement, pourquoi est-ce que deux personnes ne peuvent pas se toucher? Alors, c'est une question intéressante parce qu'en fait, elle nous permet de comprendre pourquoi il faut se laver les mains. D'accord. Le virus, avant d'entrer dans les narines ou par la bouche, la plupart du temps, il passe par les mains. Ce sont les mains qui portent le virus initialement. Et les mains vont le prendre par où? Les mains vont être contaminées en se serrant la main. Je serre la main de quelqu'un. Si le virus est dans sa main, il viendra dans ma main ou dans mes mains. Je peux le prendre où? Dans des objets que nous utilisons en commun. Ça peut être un verre, une bouteille, ça peut être un téléphone, un micro, ça peut être les portières de maisons, de chambres et de voitures. Tous ces objets que nous avons en commun peuvent être souillés et donc porteront le virus. Et ce virus-là va venir dans mes mains parce que je porterai ces objets sur moi. Étant dans mes mains, le virus partira de mes mains pour arriver dans les narines
ou par la bouche. Là aussi, parce que mes mains seraient venues autour de mes narines ou autour de ma bouche, par un moyen ou un autre. Ce qui est important à comprendre, c'est que le virus fait son petit voyage en partant du lieu où il se trouve. Il arrivera chez moi très souvent par les mains d'abord, et ensuite les mains porteront le virus sur le visage, notamment au niveau des narines, au niveau de la bouche. Étant entendu que des patients qui portent le virus et qui toussent et qui éternuent, eh bien, le virus peut partir de chez eux et arriver chez moi, non pas parce que j'aurais touché un objet souillé ou que j'aurais serré la main à quelqu'un, seulement parce que les gouttelettes, pour dire plus simple, liées à l'éternuement ou à la toux, ces gouttelettes seraient parties de chez quelqu'un pour arriver chez moi ou de chez moi pour arriver chez quelqu'un d'autre. D'où l'importance d'observer une certaine distance. La notion de distanciation vient de cet indicateur-là, de cet élément. Les scientifiques et les médecins nous ont aidés à comprendre que le virus peut partir parce qu'il est logé, il habite dans ces sécrétions nasales, dans ces sécrétions liées à l'éternuement, et le virus étant dans ces sécrétions, dans ces gouttelettes-là, si les gouttelettes viennent sur mon visage, ou sur mes mains, ou sur mon corps, clairement, bien entendu, le virus serait déjà venu chez moi à travers ces gouttelettes. Donc la distanciation est importante, c'est un outil, un moyen de prévention contre le virus. D'accord, donc on peut dire que la contagiosité, elle rend le virus redoutable, ou alors c'est la conséquence même de l'impact de la maladie? Alors, le virus redoutable, oui, mais redoutable parce que, premièrement, il a une capacité extrêmement forte à se propager. D'accord. Donc, à partir d'une personne à une autre. Deuxièmement, il a une capacité extrêmement forte à rendre le patient malade. Nous sommes tout à fait d'accord, et tous les médecins le disent, les scientifiques nous le disent, qu'il y a des patients porteurs de virus, ou des personnes porteuses de virus, et qui ne sont pas malades, qui sont asymptomatiques, et ou du moins, s'ils ont quelques symptômes, ces symptômes seront des symptômes légers et simples, et l'immunité de la personne donnera de survivre, donc de vaincre le virus grâce à nos moyens de défense, de telle manière qu'on n'en mourra pas. Mais toutefois, compte tenu du fait qu'il y a des situations qui peuvent faire que le virus devient virulent, il prend le dessus sur les moyens de défense de l'être humain, eh bien on se retrouve dans une situation de gravité qui conduit le patient dans un service de soins intensifs, et là, on prie le Seigneur, on prie Dieu, et bien entendu avec l'aide des médecins et de l'équipe de prise en charge, que les choses se passent bien et que ces patients sortent des services de soins intensifs. D'accord. Docteur, il y a une question qui taraude les esprits dans la capitale gabonaise, notamment ce phénomène, un phénomène, je ne sais pas si je peux dire un phénomène sentimental, mais bon, un couple se décide de se rendre dans une structure hospitalière pour se faire dépister, pour faire des examens, et malheureusement, en ayant les résultats, en fait, les résultats révèlent que soit le mari est positif et la femme n'est pas, et la femme est négative, ou encore vice-versa. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Alors que ces deux personnes vivent ensemble, ces deux personnes dorment ensemble, elles font tout ensemble, mais on ne comprend pas, en fait, les uns et les autres se posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'autre est positif et pourquoi pas moi. Bien, cette question, en mon sens, elle n'a pas une explication particulière. D'accord. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on ne sait pas à quel moment et comment le virus va décider de partir d'une personne à une autre. Toutefois, ce qui est intéressant à retenir, c'est que le virus étant chez un patient, ces virus se trouvent dans les voies respiratoires. Étant dans les voies respiratoires, il partira de ces voies respiratoires à travers l'éternuement, à travers la toux, à travers nos mains qui peuvent aller dans les voies narinaires, et donc transporter le virus qui est dans nos mains
ou dans les sécrétions de nos narines pour ensuite aller vers le patient, la personne avec laquelle on partage la vie. Si toutefois la personne a été en contact avec des gouttelettes liées à l'éternuement ou bien avec les mains qui se sont serrées, qui se sont mis en contact, ou alors, puisqu'il s'agit là du cas d'un couple, ou alors dans le cadre de la vie de couple, le virus n'est pas allé chez l'autre personne, c'est, je ne dirais pas un mystère, c'est une circonstance. Mais quoi qu'il en soit, il est important de retenir que le virus est fortement contagieux. Oui. Et qu'une personne qui en est porteuse peut contaminer la personne autour. C'est la même donne alors pour le milieu professionnel? Cela est vrai pour la famille, cela est vrai pour la vie conjugale, cela est vrai pour le travail. D'où l'importance de garder régulièrement les mains propres et lavées, parce que c'est efficace. C'est efficace. Et d'ailleurs, peut-être là aussi une des raisons qui peut faire en sorte que si le conjoint n'a pas été contaminé, certainement parce que celui ou celle qui est porteuse de virus a correctement géré les sécrétions nasales, correctement géré l'hygiène des mains, et le virus n'a pas eu l'opportunité de partir du conjoint vers l'autre partenaire. Mais c'est important de garder les mains propres, important aussi de bien gérer les sécrétions nasales avec un mouchoir à usage unique et ensuite que l'on met tout de suite dans une poubelle et garder toujours les mains propres parce que les mains, c'est vraiment le lieu par lequel le virus aime venir se loger avant de contaminer la personne en passant par les voies nasales ou la voie buccale, c'est-à-dire par la bouche. D'accord. Alors, on dénombre plus de 115 millions, on va dire 115 millions de cas de corona à travers le monde et 2,5 millions de morts. Au Gabon, 14 849 cas de contamination et 87 décès liés au coronavirus recensé dans le pays. Vous êtes bien placé pour nous donner ces chiffres. Mais docteur, comment est-ce que le Gabon a-t-il pu en arriver jusqu'à ce stade? Est-ce qu'on va dire que les mesures barrières ne sont pas respectées? Est-ce qu'on va dire qu'il y a un problème de comportement au niveau des individus qui refusent catégoriquement de s'aligner, on va dire, aux mesures gouvernementales, par exemple? Alors, à propos des chiffres, c'est en effet intéressant de parler de chiffres, oui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est surtout de faire le constat de la progression des chiffres. En ce qui concerne cette question, à savoir comment on est arrivé là, d'accord. Je crois qu'il est important, plutôt que de faire des jugements, mais il est important qu'ensemble nous fassions le constat. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que c'est au mois de mars de 2020 que le premier cas a été constaté au Gabon. Oui. Mars 2020. Nous étions certainement là vers le 12 mars 2020. Le premier cas constaté concerne un sujet qui a fait un voyage en Occident et qui était rentré au pays. Et ce sujet étant donc rentré, a très certainement réussi à traverser la première barrière de contrôle qui consistait à vérifier pour tous ceux qui venaient des pays où la pandémie ou l'épidémie était déjà annoncée et qu'il fallait contrôler pour voir qui sont positifs ou pas. Et ce sujet-là ayant traversé, eh bien, a été en contact avec le personnel de santé, avec sa famille, avec des collègues de travail. Le virus est donc entré, comme c'est le cas dans tous les pays. Le virus entre dans un pays par une personne ou par plusieurs personnes, voyez-vous. D'accord. Maintenant, la suite est que des personnes étant porteurs de ce virus vont contaminer d'autres. Comment est-on arrivé là? On est arrivé là justement parce que les mesures barrières, je dois le dire, que ces mesures sont très efficaces parce qu'elles permettent d'empêcher
le passage du virus d'une personne à une autre. Elles sont donc efficaces. Et c'est important de le comprendre. Donc, on en est arrivé là parce que, justement, le virus est parvenu à traverser, à passer d'une personne à une autre. Et c'est ainsi que la pandémie, l'épidémie, est devenue, avec les chiffres que vous constatez, que nous constatons. Donc, si les mesures barrières sont correctement observées, on ne manquera jamais d'y revenir. Si ces mesures barrières sont correctement observées, eh bien, quand on est porteur, on ne contaminera pas d'autres personnes. Et si on n'est pas porteur, on ne sera pas contaminé parce qu'on prend des dispositions personnelles pour être en sécurité. Le lavage des mains, garder les mains régulièrement nettoyées avec de l'alcool, du gel hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon, d'accord? Et les mains étant lavées, bien sûr, on garde une certaine distance. Le port de masque, ici, est-il nécessaire, bien entendu, d'en parler ici? Porter le masque, ça sécurise la voie nasale, ça sécurise aussi la bouche, parce que c'est par là que le virus passe, pour arriver chez quelqu'un. Si les narines et la bouche sont bien sécurisées, il est clair que le virus n'entrera pas. Malheureusement, vous constatez très bien que... Même si une personne éternue juste à côté, il n'y a pas de danger? Bien entendu, la personne éternue à côté, si nous gardons la distance, les gouttelettes liées à l'éternuement n'arriveront pas chez vous ou chez moi, parce que justement la distance est bien observée. Mais il arrivera certainement des situations où le virus est peut-être passé par mes mains parce que j'ai touché un objet souillé. Si je porte le masque, il est clair que mes mains n'arriveront pas au niveau des narines et de la bouche parce que je porte le masque, voyez-vous. C'est-à-dire mes mains peuvent contaminer mon corps, mes narines et ma bouche parce que simplement les voies nasales et la voie buccale sont libres d'accès. Et donc il est intéressant de rappeler ou d'interpeller ici que le port de masque doit être fait correctement de manière à ce que les narines et la bouche soient protégées, à l'abri. Donc, c'est important de le dire. Docteur, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration même du port, si simple, parce du port de masque? Je me suis débarrassé du masque parce qu'au moins la distance étant observée. Mais le port de masque, comme nous le savons très bien, ça c'est le masque que j'ai porté ce matin. Donc, je le porte de manière simple, en le tenant toujours par ces élastiques, par les bouts de corde ici. Ce n'est pas nécessaire de le tenir par là, parce que par ici, cette zone est supposée être au contact avec l'extérieur, et cette zone en avant est aussi susceptible de porter le virus, si jamais j'ai malgré tout été en contact avec une personne contaminée. Tout en étant entendu que le portant de cette manière, je dois l'ajuster de sorte que les narines soient protégées et que la bouche soit protégée. Si je le porte de manière à libérer les narines de cette façon, là je ne porte vraiment pas le masque. D'accord. J'ai le masque sur moi, mais je ne le porte pas. Porter le masque consiste à protéger les narines et la bouche. Et c'est pour cela que le masque a été fabriqué. D'accord. Donc, il doit être porté de manière à sécuriser la bouche et les narines. Vous me direz très certainement qu'en le portant pendant de longues heures ou de longues minutes, à un moment donné, on peut étouffer. On aura besoin de prendre un petit bol d'air. Si cela est nécessaire de prendre un petit bol d'air, c'est aussi intéressant de le faire avec prudence et précaution. Ne pas toucher cette partie, toujours le prendre par les supports élastiques là. D'accord. Et puis, vous en libérez un instant, ou vous le détachez pour le tenir par les cordes, pour prendre un bol d'air, à condition d'être seul dans votre espace de travail, et ne pas être en contact avec d'autres personnes. D'accord, docteur. Pour un petit instant avant de remettre votre masque. Lorsque vous me regardez, j'ai bien posé mon masque? Il est très bien posé. Merci. Le mien aussi, je le pense. Merci. Alors, tout de suite, nous allons parler des cas de comorbidité. Les téléspectateurs veulent bien savoir qu'est-ce qu'on appelle par comorbidité. Alors, c'est un terme qui n'est pas nouveau. Ce terme-là n'est pas venu avec la pandémie.
parce que je dois dire que j'ai appris le terme distanciation de manière aussi prononcée à cause de la pandémie. Mais en ce qui concerne le terme comorbidité, dans le mot comorbidité, il y a deux parties. D'accord. C et O, c'est co, et le mot morbidité. Comorbidité, ça veut dire que si quelqu'un est porteur de virus, le virus a une valeur de morbidité dans la santé de la personne. Mais si la personne a d'autres problèmes avant que le virus n'arrive, ces problèmes peuvent être peut-être l'hypertension artérielle, peut-être le diabète, peut-être la drépanocytose, peut-être le VIH, si on est personne vivant avec le VIH, peut-être un cancer, peut-être telle ou telle maladie. Donc, ces maladies ou cette maladie dont on souffre avant est déjà une morbidité. Et lorsque le virus arrive chez vous ou chez moi, ça devient une double morbidité. C'est pour ça qu'on parle de comorbidité. Ça veut dire une cohabitation de deux problèmes ou de deux maladies ou de trois maladies dans le corps de la même personne. C'est pour ça qu'on parle de sujet comorbide, c'est-à-dire comorbidité. Ben, nous constatons qu'il y a des personnes qui hésitent effectivement de se rendre dans des structures hospitalières de peur de ne pas contracter, je ne sais pas moi, la pandémie, le virus. Le virus n'habite pas à l'hôpital. Oui. Le virus n'habite pas au marché. Le virus habite dans le corps des êtres humains. S'il y a des êtres humains dans votre famille, s'il y a des êtres humains dans votre voiture, s'il y a des êtres humains dans votre espace de travail, s'il y a des êtres humains dans le bus avec vous, et s'il y a des personnes dans une salle de travail avec vous, eh bien, ces personnes-là peuvent être porteuses de virus. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'hôpital, comme si l'hôpital était le village ou la maison du virus. Il faut avoir peur plutôt de la possibilité d'être en contact avec d'autres personnes, prenant le risque d'être contaminé à travers ces contacts. Donc, lorsqu'on demande aux gens de rester chez soi, c'est pour limiter au maximum les occasions de contact interhumains ou intersociaux, choisissez le terme qui vous convient. D'accord. Et c'est dans ces contacts interhumains ou intersociaux que le virus peut partir d'une personne à une autre. Nous sommes tout à fait d'accord qu'à l'hôpital, plusieurs patients arrivent dans la journée ou dans la matinée, ils sont nombreux, et nombreux parmi eux peuvent être porteurs de virus. Et si vous êtes à l'hôpital, il est clair que le personnel de santé doit veiller à ce que les patients nombreux dans un service observent les mesures barrières, en particulier de distanciation. Donc, pour que si un patient porteur de virus, sans qu'il le sache, ne soit en train de contaminer un autre patient qui, lui, n'était pas porteur de virus. À ce moment-là, vous êtes parti à l'hôpital pour une maladie, vous sortirez de là avec le virus parce que vous aurez été contaminé par un patient qui a cohabité avec vous, avec qui vous avez cohabité dans le service pour quelques moments ou quelques jours, pour ceux qui sont notamment hospitalisés, d'accord? Donc, il est important de comprendre que le virus n'habite pas dans un lieu donné, le virus est dans le corps humain. Et c'est du corps humain qu'il va partir pour aller dans le corps humain d'une autre personne qui va être contaminée. N'ayons donc pas peur de l'hôpital. Au contraire, si nous avons des symptômes ou des malaises particuliers, consultons un agent de santé. Si les symptômes sont très expressifs, il est suggéré et conseillé d'appeler le comité mobile qui viendrait chez vous pour vous identifier et vous diagnostiquer. D'accord. Docteur, vous êtes expert en éducation comportementale. Comment se comportent les patients lorsqu'ils reçoivent leur test positif? Alors, cette question est aussi intéressante, mais je pense qu'en ce qui concerne d'une manière globale les comportements,
c'est important de dire ici que on n'a pas besoin d'être un expert dans les comportements pour véritablement comprendre les comportements. Les comportements, il y en a qui sont instinctifs ou réflexes. Vous faites une chose sans vraiment en prendre conscience, en avoir conscience. Il y a des comportements qui sont choisis, qui sont délibérés, qui sont ajustés volontairement. C'est ainsi qu'on demande aux gens, en ce qui concerne les moyens de lutte contre la pandémie, de manière intentionnelle, que chacun comprenne très bien qu'est-ce que c'est les mesures barrières et qu'il comprenne de manière pratique comment ces mesures barrières peuvent être observées et s'engage de manière intentionnelle, délibérée, déterminée à les observer. Voyez-vous. Donc, c'est ainsi que les comportements seront en train de changer. Ça veut dire, nous nous comportions d'une certaine manière et à cause de ce virus et de la pandémie, nous nous comportons maintenant d'une autre manière. C'est dans ce sens qu'il est donné, à travers les moyens de sensibilisation, de comprendre que nous vivons avec ce virus et nous devons apprendre à vivre, à côtoyer ce virus, mais en restant stricts, fermes, assidus dans l'observation des mesures barrières. En d'autres termes, chacun doit s'organiser pour que les habitudes, mauvaises d'ailleurs la plupart du temps, ne prennent pas le pas sur les directives en termes d'instruction pour les comportements. L'habitude et les directives. Il faut savoir se gérer à partir de ce moment-là, de manière à ce que les nouveaux comportements liés aux mesures barrières deviennent petit à petit de nouvelles habitudes. N'oublions pas qu'un acte fait une fois n'est pas encore une habitude. C'est au terme d'un certain délai, au terme d'une certaine répétition, que l'habitude prend place. Bien sûr, les bonnes habitudes comme les mauvaises habitudes. Nous allons marquer une pause, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Eko Eni Lambert, qui est expert en éducation comportementale. Voilà, et nous parlons, il nous édifie ici sur tout ce qui se passe concernant le coronavirus. Nous allons vous faire le plaisir de regarder ou encore d'écouter les Gabonais, d'écouter ce micro-trottoir, ces personnes qui démontrent si réellement elles appliquent les mesures barrières. Merci et à tout à l'heure. Les Gabonais sont soumis aux mesures gouvernementales ainsi qu'aux gestes barrières prônés par l'OMS. Des mesures restrictives qui arrivent à point nommé pour freiner la propagation du coronavirus. Certains usagers dévoilent leur implication. Les mesures barrières, à mon niveau, sont respectées. Bon, même au niveau national, ce sont les recommandations d'abord de l'OMS, mais aussi du ministère de la Santé, pour lutter justement contre la pandémie que nous connaissons tous, qui est le coronavirus. Qui est par certaines personnes. C'est le gouvernement qui veut, on respecte. C'est pas nous. Et c'est pour notre santé aussi. Oui, je les applique. Se laver les mains, respecter la distanciation et puis porter le masque. Voilà, on doit les appliquer. Nous devons tous nous appliquer. C'est vrai que pour certains pourront penser que c'est difficile, mais c'est sauver des vies en fait. Ce sont des spécialistes qui sont assis pour réfléchir afin d'éviter la contamination. Ils ont mis en place les mesures barrières qui jusqu'à aujourd'hui prouvent à suffisance que si on les respecte, on pourra être à 100% hors du danger. Donc pour moi, je pense que les mesures barrières, c'est même le premier médicament, s'il faut dire. Le premier médicament qui est gratuit. Il suffit de la volonté de tout un chacun. Puis bon, le reste, c'est sans inconvénient. L'application des mesures barrières semble être respectée, même si certains ne les pratiquent pas au quotidien. Nous constatons malheureusement que certains citoyens ne respectent pas ces mesures barrières. Il y a même des suspicions à ce niveau. Beaucoup ne croient même pas que le coronavirus est une réalité au Gabon. C'est une réalité. Il y a des parents qui tombent malades au quotidien.
Et les cas ne font qu'augmenter. Et c'est un impact sur notre quotidien. Cet impact fait en sorte que même notre vie ensemble est beaucoup perturbée. Parfois, je les applique, parfois non. Quand le temps m'est propice, je les applique. Mais si on ne peut pas, on fait avec. Au quotidien, quand je suis seul, puisque je dois le porter quand je suis en public, dans les lieux encombrés. Mais si je suis seul ou bien je suis à la maison, je l'enlève. Je ne vois pas pourquoi c'est encombrant. C'est vrai qu'elles sont venues changer des habitudes, mais il y a la pandémie qui est là, donc nous devons nous y conformer parce que nous devons, pour nous-mêmes d'abord, laver les mains et pour les autres parce que nous avons des contacts, nous attrapons des billets, nous échangeons des billets de banque et si les mains sont sales, le virus peut se transmettre à travers ces billets ou bien des objets que nous touchons au quotidien. Le docteur Eko Eni Lombert, professionnel de la santé, expert en éducation comportementale, interpelle les uns et les autres au respect de ces gestes barrières. Il est intéressant de rappeler ou d'interpeller ici que le port de masque doit être fait correctement de manière à ce que les narines et la bouche soient protégées, à l'abri. N'oublions pas que le comportement, c'est une question de caractère, voyez-vous. Et le caractère. Toute personne peut avoir accès aux valeurs. Tiens, le respect. Si je respecte l'autorité, que l'autorité a dit de faire ci, de faire ça, et le fait de respecter l'autorité m'invite à me soumettre aux instructions de l'autorité. Pour le bien de tous, le souhait serait que ces gestes barrières soient respectés par les uns et les autres. À bon entendeur, salut. De retour sur ce plateau avec le docteur Eko Eni Lombert qui nous parle de tout ce qui se passe concernant le coronavirus. Alors docteur, vous avez écouté les Gabonais qui n'en peuvent plus des mesures, on va dire de certaines mesures gouvernementales. Alors, je crois que c'est vraiment extrêmement important de dire à nos concitoyens que ce n'est pas de gaieté de cœur que les autorités, qu'elles soient celles du Gabon, qu'elles soient celles d'ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur que ces mesures sont annoncées pour être observées. Eh bien, le virus voyage avec des êtres humains. Plus il y a des contacts interhumains, intersociaux, plus le risque est grand de voir le virus se propager et aller d'une personne à une autre et avoir des dizaines, voire des centaines de contaminations par jour. Ne l'oublions pas que les chiffres chez nous ou ailleurs donnent l'occasion de constater qu'on peut avoir plusieurs dizaines, voire des centaines de nouvelles personnes contaminées. Et c'est pour cela qu'il est important non seulement d'observer les mesures barrières telles que cela est édicté, mais en fait, il est important de rester chez soi. Rester chez soi parce que si nous n'avons pas une activité dite essentielle ou une sortie importante, rester chez soi nous donne l'occasion de réduire au maximum des occasions de rencontrer, d'être en contact avec d'autres personnes. D'où l'importance, en effet, de réduire, de restreindre des occasions d'être dehors. On aurait dû dire confinement total. Vous comprenez aisément que confinement total, les gens n'iront pas au travail. Voyez-vous, le confinement total aurait le gros avantage de faire en sorte que chacun étant chez soi, le virus va évoluer chez les personnes qui en sont porteuses pendant 2, 3, 4 semaines et le virus va être maîtrisé par l'immunité. Bien entendu, avec l'aide des médicaments pour ceux qui ont des symptômes assez sévères. De manière à ce que tous ceux qui sont restés chez eux et qui ne sont pas porteurs de virus seraient en sécurité parce qu'ils n'ont pas été en contact avec des potentiels porteurs de virus. Voyez-vous, ça c'est un chemin. Mais ce chemin est le moins bon parce que les gens n'iraient pas au travail. Et nous connaissons tous les conséquences, comme vous l'avez dit, qui sont des conséquences économiques, sociales et même psychologiques. Bien, cependant,
les autorités ont pensé que, compte tenu du fait que la deuxième phase, elle est là, et que les nouvelles personnes contaminées sont nombreuses, chaque jour un peu plus, et que des patients qui vont en réanimation, en soins intensifs, sont grandissants en termes de chiffres, chaque jour un peu plus, il fallait donc renforcer, corser à nouveau les mesures de sécurité sanitaire. D'où le couvre-feu, voyez-vous. Le couvre-feu fait en sorte que les gens sont dehors pour le travail. Oui. Après une certaine heure, les gens devraient être à la maison pour ne pas être dehors pour des raisons qui n'ont pas un lien avec le travail. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, nous croyons que ceux qui ont des activités professionnelles dites essentielles, au-delà de 18 heures, peuvent être à l'extérieur de chez eux parce que le travail les y oblige, voyez-vous. Donc, il est important qu'après le travail, que nous restions chez nous, non pas parce que le virus ne circule que la nuit. Il circule le jour comme la nuit. Mais en restant chez soi, eh bien, on est en sécurité parce que les contacts avec d'autres personnes s'arrêtent dès qu'on est à la maison. Voyez-vous. Mais aux heures de travail, on est en contact avec les collègues de travail, avec les concitoyens, avec des usagers. Et pendant ces périodes-là, les mesures de sécurité, les mesures barrières doivent être régulièrement observées. On le rappelle, sécuriser les narines et la bouche avec le masque. Oui. Les mains, souvent porteuses de microbes, vont être lavées, nettoyées régulièrement et doivent être gardées pour ne pas toucher un peu à tout. Le fait de ne pas toucher à tout, cela sécurise aussi nos mains pour limiter le risque d'avoir les mains souillées par les objets que nous touchons. C'est important. Donc, les mains régulièrement nettoyées, le masque gardé en permanence, de temps en temps, prendre un petit bol d'air, on peut s'en défaire pour un petit temps, garder la distance de manière à ce que, entre vous et moi, entre d'autres personnes autour de moi, qu'il y ait une certaine distance pour que, si quelqu'un éternue, si quelqu'un tousse, ou si quelqu'un parle de manière assez prononcée, que la salive ne parte pas de chez elle et arrive chez moi et vice-versa. Donc le fait de garder la distance, ça nous permet d'être en sécurité. Étant entendu que si nous toussons, bien sûr, nous devons tousser au pli du coude, et que si nous devons saluer quelqu'un, au meilleur des cas, saluer par un geste respectueux, sans se toucher nécessairement. C'est important. Donc, ces mesures de sécurité, il faut le dire et le redire, ces mesures marchent parce qu'elles nous mettent à l'abri du virus. C'est de la prévention. Et si cette prévention est rigoureusement observée, il n'y a pas de doute que ceux ou celles qui les observent, eh bien, il n'y a pas de doute que ces personnes soient en sécurité. Leur sécurité est optimale parce que les mesures de protection sont observées. D'accord. On devrait en faire désormais une habitude et une manière toute naturelle de nous comporter, voyez-vous. Donc, c'est pour cela que, vivant avec le virus, la pandémie est là, eh bien, ces nouvelles habitudes doivent être intégrées comme un style de vie. Étant entendu, bien entendu, que les mauvaises habitudes auront tendance à nous rattraper. Mais ressaisissons-nous. C'est pour ça que ne nous comportons pas de manière instinctive. Comme des moutons, parfois ils agissent par instinct. Voyez-vous. On a une certaine réflexion, une certaine mémoire, une certaine conscience qui me donne de faire attention, de ne pas toucher quand ce n'est pas nécessaire, ou de ne pas être tout près de vous quand ce n'est pas nécessaire. Voyez-vous. Certains se plaignent quand même que ces masques étouffent. Comment pouvez-vous expliquer cela? Porter le masque du matin jusqu'au soir, ou encore pendant 2 heures, 3 heures de temps, est-ce que ce n'est pas un risque au niveau de la santé? Alors, il y a en effet plusieurs commentaires qui sont faits là-dessus. Oui. Pour dire les choses simplement, chacun de nous a un choix. Soit se dire, le masque, je ne le mettrai pas parce que j'étouffe. Je ne le mettrai pas parce que je ne me sens pas bien. D'accord. Si on fait ce choix, on fait en d'autres termes le choix de dire au virus, virus, je m'étouffe, je ne mettrai pas le masque. Tu peux entrer dans mes narines ou par ma bouche, ce n'est pas bien grave, pourvu que je puisse respirer confortablement. C'est un choix à faire.
où on donne au virus l'occasion libre d'entrer dans notre corps et bien entendu d'en assumer les conséquences pour soi et pour les autres autour de nous, ou alors on supporte, ou alors on gère cette contrainte, parce qu'en effet, le masque n'est confortable pour personne. On est un peu mal à l'aise parce qu'on a moins d'air avec le masque. Il vaut mieux avoir moins d'air avec le masque que d'avoir le virus. Si j'ai un choix à faire, je choisis d'avoir un peu moins d'air et d'être en sécurité face au virus que d'avoir suffisamment d'air et d'avoir le virus avec moi. C'est un choix. Et ce choix est libre. Et d'ailleurs, de toutes les manières, la plupart des mesures barrières sont libres, dans le sens que nous sommes libres de les observer. Bien entendu, le port de masque a été rendu obligatoire. Nous sommes censés être punis sévèrement si on ne l'a pas porté. Mais le lavage des mains, bien entendu, personne ne viendra veiller sur vous pour vous dire, vous n'avez pas lavé vos mains. Le lavage des mains, garder une certaine distance, ce sont des mesures qui font partie des règles, à la limite d'hygiène, qui devraient faire partie de notre manière naturelle de nous comporter, pour être en sécurité. D'accord. Donc, c'est important de le dire aux populations. Alors, docteur, nous allons écouter le discours à la nation de la première ministre Rose Christiane Osuka le vendredi 19 février 2021. Si nous parvenons à infléchir la courbe de la pandémie grâce à la stricte application par tous des mesures sanitaires et à faire retomber en deçà de 50 le nombre de contaminations par jour, alors les restrictions seront rapidement allégées. Selon les prévisions de notre comité scientifique, cet objectif devait être atteint en mars. Nous y parviendrons si nous portons le masque, respectons la distanciation physique et l'ensemble des mesures barrières. Toutes ces mesures ont été édictées non pour le plaisir de perturber votre quotidien, à tous, mais pour protéger notre santé et notre vie. Protéger ce que nous aimons. Protéger ce que nous avons de plus cher. Au demeurant, lequel parmi nous souhaite perdre son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son fils, sa fille ou même toute sa famille, suite à une contamination à la Covid-19. Voilà, docteur, vous avez écouté le discours à la nation de la première ministre Rose Christiane Osuka. Si la courbe de contamination baisse à moins de 50, certainement les mesures barrières seront revues. C'est pas nous qui le disons, c'est en effet Madame le Premier ministre qui le dit. Et je crois qu'elle le dit à juste titre. Parce que de toutes les manières, lorsqu'il est arrivé que les chiffres, comme nous l'avions constaté au début de la pandémie, les chiffres étaient croissants, à un moment donné, les chiffres ont été décroissants. Quand ils ont été croissants, les mesures de sécurité avaient été encore et davantage renforcées. Quand les chiffres avaient été décroissants, les mesures de sécurité avaient été allégées. Ce n'est que du bon sens, voyez-vous. Donc il est important que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une promesse qui est faite pour que les gens n'attendent que la promesse. La promesse doit arriver parce qu'on aurait obtenu des résultats. Cette déclaration m'inspire une idée très très simple. Nous sommes des pères et des mères, nous avons des enfants. Des enfants, lorsqu'il arrive qu'ils ne se concentrent pas pour bien travailler, ils s'amusent un peu trop, c'est la télé, c'est les jeux, c'est le football, etc. Et on voit les notes scolaires devenir moins bonnes.
on dit aux enfants, eh bien, le football, les jeux, la distraction, on va essayer de vous réduire ces temps de détente pour vous donner de vous concentrer et vous mettre au travail. Et si les résultats au travail deviennent meilleurs, eh bien, de temps en temps, on pourrait vous ramener quelques jeux. C'est une image très simpliste. Comme pour dire ceci, tous les citoyens, nous sommes donc amenés, pour notre santé du reste, c'est pour notre santé, ce n'est pas pour la santé de quelqu'un d'autre, c'est d'abord pour notre santé. Nous sommes invités à observer les mesures de sécurité et de protection contre la maladie pour être en sécurité. Et c'est cette observation des mesures de sécurité, des mesures barrières, qui obligatoirement amènera à voir les chiffres vers la baisse. Si ces mesures ne sont pas observées, les chiffres non seulement n'iront pas vers la baisse, mais elles peuvent croître davantage. Auquel cas, on n'aurait pas d'issue pour pouvoir alléger les mesures. Les mesures sont pour nous sécuriser, et c'est important. Donc, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas une promesse, je vais dire, gratuite. Et ce sont des mesures, c'est un engagement à alléger les mesures, mais à condition que les chiffres soient vus à la baisse. Parce que les chiffres venant à la baisse, c'est l'occasion de comprendre que la sécurité est améliorée, moins de personnes sont contaminées chaque jour, on peut restreindre ces mesures de sécurité pour souffler un tout petit peu. Justement, nous nous acheminons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vers la fin de cette émission. Alors, toujours dans son même discours, elle a également mentionné l'arrivée des vaccins au Gabon. Donc, pourquoi le Gabon, lorsqu'on sait que sur les 14 000 qui ont été contaminés par le virus, il y a un peu plus de 12 000 personnes qui ont été guéries. Cela veut dire que le protocole sanitaire marche au Gabon. Alors, pourquoi le vaccin? Le protocole sanitaire, pour emprunter ce terme-là, ne marche que si la sécurité est là. N'oublions pas qu'en termes de sécurité, le vaccin est un élément contingent et c'est un élément capital. Cela est vrai pour d'autres maladies pour lesquelles nous avons des vaccins. Si je suis vacciné contre l'hépatite virale B, ça veut donc dire que ce vaccin, m'apportant une protection de 80%, 90%, ça veut dire que grâce au vaccin, je n'attraperai pas l'hépatite virale B. Et si même par accident, je venais à l'attraper, eh bien, si je fais la maladie aura des manifestations allégées parce que mon système immunitaire est assez développé grâce au vaccin pour lutter contre le microbe. Le vaccin reste et restera bien entendu le moyen véritablement fort pour être protégé contre les microbes, en particulier contre le coronavirus Covid-19. Maintenant, le Gabon n'est pas le seul. La plupart des pays désirent le vaccin. La plupart, pour ne pas dire tous, désirent le vaccin. Et ce vaccin va arriver. Certains pays d'Afrique subsaharienne, du Nord aussi, ont déjà fait la commande du vaccin. Certains d'ailleurs en Afrique du Nord ont commencé à vacciner. Oui. En Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie, et plusieurs pays ont commencé à vacciner les populations. Nous avons l'exemple encourageant et pertinent d'Israël. Là-bas, ils sont presque, selon ce que j'ai entendu, que 40-50% ont déjà été vaccinés parmi les populations. C'est important le vaccin. Et donc, le vaccin arrivera. Il faudrait librement penser que les premières personnes devraient être les prioritaires. Le personnel de santé qui est quotidiennement exposé, parce qu'on n'observe pas les mesures de distance à l'hôpital. Le patient est en contact avec vous, donc vous êtes exposé. Et les personnes qui ont des comorbidités, qui sont très fragiles. Donc ces personnes semblent être les prioritaires à avoir accès au vaccin. Le vaccin va arriver, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même eu trop de supputation autour de ce vaccin. C'est un vaccin qui rend malade, un vaccin qui rendrait certainement les femmes africaines stériles. Monsieur le docteur, est-ce que vous pouvez parler, donner... Alors, je voudrais dire
à nos concitoyens. Est-ce que vous pouvez rassurer les Gabonais suite à l'arrivée de ce vaccin? Je voudrais simplement dire la vérité scientifique. Elle est celle-ci. Si les vaccins ont été rendus accessibles aux populations, c'est parce que les experts ont pensé que c'est le moment. Avant ça, ce n'était pas possible. Maintenant que c'est possible, le vaccin est à la disposition et disponible pour être donné, offert aux populations, administré aux populations. Les uns ont pensé que dans le vaccin, on va mettre un produit dangereux pour nous tuer ou pour nous rendre malades. C'est ça même. Eh bien, je voudrais vous dire que depuis ma petite enfance jusqu'à ce jour, les vaccins existent. Ils ne sont pas fabriqués au Gabon. Si quelqu'un voulait me tuer en mettant un produit dans le vaccin, eh bien, je ne serais pas arrivé à l'âge où je suis aujourd'hui. Je serais certainement mort déjà. Parce qu'un produit dangereux aurait été délibérément mis dans un vaccin et ce vaccin serait arrivé à moi. Je pense que si les laboratoires ou les scientifiques veulent tuer les gens, ils auraient fait cela depuis très longtemps. Que les enfants, les adultes sont vaccinés depuis des décennies. Les vaccins existent. Pourquoi aujourd'hui on va tuer les gens avec ce vaccin? Donc je crois que c'est un débat qu'il faut rapidement corriger pour assainir les choses. En tant que chrétien, je crois que vous l'êtes. Bien sûr. Nous devons comprendre que le chrétien, c'est celui qui doit être à l'écoute de la consigne stricte de la parole, qui nous donne non seulement d'être soumis à l'autorité, mais être soumis à l'autorité pour ce qui est juste, non pas pour ce qui est injuste. Ça c'est clair. Être soumis à l'autorité pour ce qui est juste. Et l'autorité veut du bien pour la santé des populations, il n'y a donc pas de raison de saboter ce programme qui est un programme de sécurité sanitaire. Et si les chrétiens se mêlent, ils ne désobéissent pas à l'autorité, ils désobéissent premièrement à Dieu. Parce que les prescriptions de la parole nous donnent d'être soumis, obéissants à l'autorité. L'autorité ici étant votre chef de service, l'autorité étant votre médecin, au plan sanitaire du moins, l'autorité ici étant l'autorité gouvernementale, administrative, l'autorité ici étant Dieu lui-même, voyez-vous. Et je dois ajouter que, puisque ici vous êtes engagé pour la mission évangélique, le gouvernement et l'autorité administrative n'est vraiment pas qualifié pour conscientiser et changer les vies. L'autorité administrative, avec les experts médicaux et scientifiques, se charge de communiquer le message qui a un lien avec la sécurité pour la santé. Mais, je répète, les chrétiens ou l'Église ou les religieux d'une manière globale sont amenés à donner le message qui est non seulement celui de transmettre l'instruction, mais aussi et surtout celui qui transforme la vie et le caractère. N'oublions pas que le comportement, c'est une question de caractère, voyez-vous. Et le caractère, il se forge, il se forme avec des instructions, avec des valeurs. Et ces valeurs, l'Église a l'avantage de les avoir. Et l'Église, bien entendu, les a, mais toute personne peut avoir accès aux valeurs. Tiens, le respect. Si je respecte l'autorité, que l'autorité a dit de faire ci, de faire ça, et le fait de respecter l'autorité m'invite à me soumettre aux instructions de l'autorité. Il n'y a rien d'humiliant, au contraire, le respect d'une consigne nous valorise nous-mêmes, voyez-vous, et nous donne d'être en règle avec les principes et avec la loi. Chacun de nous a des principes, et nos familles ont des principes, les institutions ont des lois et des règles. Les observer, ça nous fait du bien. Ne pas les observer, ça nous fait du mal parce que les conséquences, on va les subir. Et non seulement ça, ça fait de nous des rebelles et des hors-la-loi. Nos enfants ont besoin d'obéir aux conseils des parents, aux principes, c'est le respect. Merci, docteur Lambert. Merci d'avoir effectué le déplacement. Mais je voudrais vous poser une toute dernière question. Avez-vous fait déjà votre test, Je l'ai fait il y a quelques jours. Je l'ai fait plusieurs fois.
mais je me suis donné l'occasion de le refaire parce qu'il faut le faire à chaque fois que cela est possible. J'attends les résultats et j'espère que ce sera à nouveau négatif, comme ça a été le cas pour des occasions précédentes. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Merci d'avoir édifié les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné afin de vous présenter ce plateau spécial. Voilà, tout sur la Covid a été développé par le docteur Eko-Eni Lambert, qui est d'ailleurs expert en éducation comportementale. Nous nous retrouverons certainement pour un autre numéro prochainement, s'il plaît à Dieu. Au revoir et merci à tous.